Hill qui va nous parler de fréquence et causes des cancers en France. Catherine est une épidémiologiste et statisticienne. Elle a travaillé à l'Institut Gustave Roussy. Elle est ce que nous aimerions être tous. C'est un chercheur retraité très actif encore dans le domaine justement de toute l'épidémiologie et les statistiques. Nous parlions des problèmes du levothyrox il n'y a pas longtemps où elle nous expliquait un petit peu comment avec une mauvaise analyse de données, on peut arriver à de mauvaises interprétations de tests du médicament. Catherine a travaillé longtemps à l'Agence du médicament. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de la fréquence et des causes du cancer en France. Et c'est avec plaisir que nous la recevons à la Société française du cancer. Juste un petit rappel sur les questions. Vous pouvez bien sûr, on vous encourage à les écrire durant les présentations au fil de l'eau et à la fin, on lira vos questions ou si vous le souhaitez, vous levez la main et vous pourrez les poser oralement. Catherine, je te laisse la parole. Ok, bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je vais essayer de vous faire un panorama de la fréquence et des causes du cancer en France, en commençant par un titre dans le journal Le Monde, qui est maintenant un peu vieux, qui disait l'incidence a doublé en France depuis 1990, pour vous faire remarquer que c'est à la fois vrai et trompeur. C'est vrai, parce qu'on estime qu'on a diagnostiqué 216 000 nouveaux cas de cancer en 90 et qu'on en a diagnostiqué 433 000 en 2023. Je vous rappelle que le cancer n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, donc pour savoir combien on a diagnostiqué de cancer une année, en fait, on est obligé de s'appuyer sur les registres départementaux qui couvrent peut-être 20%, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la taille de la population, la couverture, mais 20% de la population habite dans des départements où il existe un registre et on extrapole ces résultats à la France entière. Donc c'est vrai qu'on a diagnostiqué 2 fois plus de cas en 2023 qu'en 90, mais en même temps c'est trompeur si on l'interprète comme une augmentation du risque de cancer dans la population, parce que le risque doit se mesurer à taille de population égale et à âge égal. Et entre 90 et 2023, la population a augmenté de 16% et elle a aussi beaucoup vieilli. Or, le risque de cancer et le risque de décès par cancer augmentent très fortement avec l'âge. Donc, pour que le risque augmente, il faut qu'une personne de 60 ans aujourd'hui ait un risque plus grand qu'une personne de 60 ans il y a 30 ans. Donc, sur ce graphique, alors c'est un peu embêtant parce que j'utilise tout l'écran et il y a une partie que je ne vois pas, mais vous devez voir tout. Donc en 2021, le risque de mourir d'un cancer est d'environ 8 pour 100 000, c'est le point noir ici, pour les hommes et comme pour les femmes. Et à 70 ans, il est de 800 pour 100 000 pour les hommes et de 400 pour 100 000 pour les femmes. Donc, il est 100 fois plus grand à 70 ans qu'à 30 ans pour les hommes et 50 fois plus grand à 70 ans qu'à 30 ans pour les femmes. En plus, j'ai comparé, je vais faire un petit tableau pour vous montrer qu'il y a beaucoup plus de gens de 70 ans et plus. On est passé de 9% de la population en 90 à 16%. Donc, c'est pour ça qu'on travaille toujours à taille de population égale et à âge égal. Et quand on fait ça, donc on va présenter les évolutions de l'incidence et de la mortalité par cancer en étudiant les taux pour 100 000. Et la façon de faire à âge égal, ça s'appelle standardiser sur l'âge. Et ça se calcule en appliquant les taux observés dans chaque classe d'âge à une répartition standard de population. Et ici, on a pris la population standard mondiale qui est proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on a ces deux indicateurs, l'incidence, nombre de nouveaux cas, la mortalité, nombre de morts, et ils sont complémentaires. L'incidence est plus sensible au changement de pratique diagnostique et la mortalité est l'effet combiné de l'incidence et de la survie après diagnostic. Donc, si une maladie se soigne très mal, par exemple le cancer du poumon, l'incidence est proche de la mortalité, mais pour un cancer qui se soigne très très bien, comme le cancer du testicule, on peut avoir énormément de cas et pas beaucoup de morts. Donc là, vous avez à gauche l'incidence et à droite la mortalité. Entre 1990 et 2021, pour la mortalité qui est la dernière année où les données sont disponibles,
Et pour l'incidence de 1950 attendez, je vous dis le contraire. À gauche, vous avez l'incidence, à droite, vous avez la mortalité. Les données de mortalité, on les connaît depuis 1950. Et la dernière année disponible est 2021 pour la mortalité et l'incidence est estimée jusqu'à 2023. En bleu, c'est chez les hommes et en rouge, orange ou marron, c'est chez les femmes. L'incidence, donc vous voyez que l'incidence des cancers chez les hommes a augmenté jusqu'en 2005 et diminué ensuite. Les pointillés que j'ai mis sur l'incidence, c'est les estimations précédentes de l'incidence et en très plein, c'est les estimations actuelles. Si on enlève le cancer de la prostate, vous voyez que la fréquence du cancer chez les hommes est à peu près très peu, varie très peu. Et chez les femmes, l'incidence des cancers augmente. Et si on enlève le cancer du sein et le cancer du poumon, l'incidence ne bouge pas depuis 2010. Et de l'autre côté, que je n'arrive pas à voir parce que il faut que je déplace ça, c'est la mortalité qui diminue chez les hommes et comme chez les femmes. Chez les hommes depuis à peu près le milieu des années 80 et chez les femmes depuis le début. Donc des évolutions assez différentes. Et les différentes localisations ont des évolutions différentes. Pardon? Oui? Non, c'était un micro qui Ah, d'accord. n'a pas été coupé. Donc, les différentes localisations ont des évolutions différentes. Et là, ça devient encore plus compliqué. Surtout que ce truc-là m'empêche de voir. Donc, c'est chez les hommes. Depuis 90, à gauche, l'incidence et à droite, la mortalité. Donc, vous voyez qu'il y a une épidémie importante de cancer de la prostate, mais que la mortalité est beaucoup plus basse que l'incidence, que le cancer du poumon est à peu près constant, mais la mortalité diminue. Le cancer colorectal ne bouge pas beaucoup. Les cancers de la lèvre, bouche, pharynx et œsophage diminuent et la mortalité diminue énormément, etc. Et je n'arrive pas à voir le bas parce que ça m'apprendra à utiliser le... Et voilà toutes les localisations. Je ne peux pas rentrer dans les détails trop, mais il y a beaucoup trop de données sur cette diapo. Mais en gros, pour résumer, j'ai choisi de résumer l'évolution de la fréquence des principaux cancers chez l'homme à partir des données de mortalité, parce que je pense que les données d'incidence sont plus sensibles au changement de pratique diagnostique. Et je vous ai mis donc la mortalité depuis 90 jusqu'en 2021. Et à droite, c'est un résumé qui est assez efficace, pardon. C'est compliqué ce truc. Zut. Pardon. À droite, je vous ai mis les taux pour 100 000 chez les hommes en 90 et en 2021. Ce sont les deux premières colonnes. Ensuite, j'ai fait la soustraction et j'ai rangé ces soustractions en fonction de la valeur absolue du résultat. Donc, la mortalité qui a le plus bougé, c'est la mortalité par cancer. J'ai regroupé tout ce qui est ORL lié au tabac et à l'alcool. Et ça a baissé de 74%. C'est une diminution vraiment très importante. C'est ce qu'on voit sur la courbe rose, là. Ensuite, la mortalité par cancer du poumon a beaucoup baissé. Quand je balade la souris, ça fait sauter les diapos, excusez-moi. Donc, toutes ces localisations, la lèvre, bouche, pharynx, poumon, prostate, côlon, rectum, estomac, hémopathie, j'ai regroupé toutes les hémopathies parce que la classification des hémopathies a changé, donc c'est devenu pratiquement inextricable de rentrer dans les détails. Les cancers de la vessie, du foie, de la vésicule, etc. Et ensuite, il y a une augmentation, une variation de 0,8 pour 100 000 et donc une variation de 11% qui est une augmentation, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge pour le cancer du pancréas. Quand mortalité par cancer thyroïde diminue, peau, dont mélanome. Sur les certificats de décès, on est obligé de prendre l'ensemble peau, y compris mélanome plus peau, parce qu'il y a beaucoup, surtout dans les années autrefois, il y avait beaucoup de certificats de décès et il y avait écrit cancer de la peau, ce n'était pas précisé mélanome ou pas.
Et donc ça augmente et les tumeurs cérébrales augmentent un peu. Donc, globalement, ça va plutôt pas mal. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, parce qu'en particulier, on ne sait pas très bien. Moi, je ne sais pas du tout pourquoi le cancer du pancréas augmente, et je crois qu'on ne sait pas vraiment. Donc, ensuite, j'ai fait la même chose pour les femmes. Donc, à gauche, l'incidence, à droite, la mortalité. Vous voyez donc le cancer du sein. Zut, c'est pas du tout ça. Qui augmente et la mortalité diminue. Le cancer du poumon en noir, dont l'incidence augmente et la mortalité augmente aussi beaucoup, mais peut-être qu'il commence à s'infléchir. Colorectal, utérus, c'est pareil, il y a beaucoup de certificats d'essai où il y a écrit utérus sans précision, donc on ne sait pas si c'est le col ou le corps. La thyroïde, le pancréas, etc. Et j'ai fait la même chose en mettant les variations entre 90 et 2021, en rangeant par valeur absolue de la variation, et le cancer qui augmente, qui varie le plus de tous les cancers chez les femmes, c'est le cancer du poumon, et la variation est une augmentation très très importante. Le cancer du sein, colorectal, les hémopathies, cancer de l'ovaire, estomac, tout ça diminue. On retrouve le pancréas, et puis les tumeurs du foie, on ne sait pas très bien pourquoi, et les tumeurs cérébrales. Et pas les cancers de la peau. Donc, voilà pour la fréquence. Un âge égal et à taille de population égale. En gros, on a une épidémie de cancer tout le monde. Et les localisations qui augmentent essentiellement le pancréas et les tumeurs cérébrales. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur les causes du cancer? Alors, là, je vous présente un travail qui a été fait sous l'égide du Centre international de recherche sur le cancer, publié en 2018, et qui avait rassemblé 80 chercheurs qui ont estimé la part des cancers en 2015 attribuables aux causes évitables identifiées. Donc, je ne peux pas vous expliquer la méthode parce que ça prendrait trop longtemps. Un rapport long est en ligne, il y a un texte court en français en ligne, et il y a des articles dans la littérature internationale pour à peu près tous les sujets qui sont abordés ici. Pour les trouver, il faut chercher Isabelle Sorjo-Mataram, qui était la coordinatrice du projet, qui a mené ça très bien avec 80 chercheurs. Je faisais partie du comité de pilotage et je faisais partie de... Il y avait un groupe de travail pour chaque ligne. Là, il y avait un groupe de travail avec un certain nombre de chercheurs, de spécialistes. Et je ne me souviens plus, j'étais peut-être dans l'alcool, dans l'alimentation et dans les radiations ionisantes de mémoire. Donc, on a estimé la part des cancers qui étaient attribuables en 2015 à ces facteurs. Donc, vous voyez que la principale cause évitable des cancers en France en 2015 était le tabagisme. Le tabagisme passif, c'est le petit trait bleu marine qu'on voit à peine. Ensuite, la deuxième cause, c'est la consommation d'alcool. Ensuite, on a pris en compte différentes caractéristiques de l'alimentation et on s'est demandé combien de cancers on éviterait si tout le monde prenait au moins 300 grammes par jour de fruits, au moins 25 grammes par jour de fibres, ne prenait aucune viande transformée, ne prenait pas plus que de 300 grammes par semaine de viande rouge, prenait au moins 300 grammes par jour de légumes et prenait moins de 2 portions de laitage. Et ça donne ces petites estimations de toutes les couleurs là. Indépendamment de l'alimentation, on a étudié les effets de l'obésité et du surpoids. Ensuite, on a étudié les effets des infections. Les papillomavirus et l'Helicobacter pylori sont les deux causes les plus importantes de cancer attribuables aux infections. Il y a aussi l'hépatite C, l'hépatite B, etc. Et le virus d'Epstein-Barr. Ensuite, pour ce qui est des rayonnements ultraviolets, on a estimé la fraction attribuable aux expositions au soleil et aux cabines de bronzage.
que certains experts essayent de faire interdire depuis longtemps sans beaucoup de succès, sans aucun succès même. Les radiations ionisantes, on a estimé la part du radon, un gaz radioactif qui est dans les maisons, dans les régions granitiques qui sortent du sol, etc. Et les irradiations diagnostiques. Pour les hormones, on a estimé la part des cancers attribués au traitement de la ménopause. Il faut bien comprendre que les cancers diagnostiqués en 2015 sont la conséquence des expositions antérieures. Donc, c'est le traitement de la ménopause pris largement avant 2015. Et la pilule, je ne peux pas lire ce qu'il y a écrit là. Ah oui, l'activité physique. Donc, moins de 30 minutes par jour d'une activité physique modérée. Si tout le monde faisait au moins 30 minutes par jour d'une activité physique modérée, si tous les enfants étaient allaités toujours, les enfants étaient allaités tous 6 mois, et la pollution de l'air par les particules fines et l'arsenic et le benzène. Et comme addendum, il faut noter que la pilule cause 600 cancers du sein et du col de l'utérus, mais elle évite 2600 cancers de l'endomètre et de l'ovaire. Pour recaler les choses. Donc, on peut aussi présenter ces résultats d'une façon en tableau, en disant qu'en 2015, 69 000 cancers sont attribués au tabac, 28 000 à l'alcool, etc., etc. C'est la même chose, d'une façon chiffrée, mais sans rentrer dans les détails des différents facteurs. Donc, je vais parler un tout petit peu du tabac quand même. Donc là, j'ai pris dans un document de l'OCDE le pourcentage de fumeurs quotidiens en 2022 dans la population de 15 ans et plus. Et vous voyez que la France, pardon, n'est pas un résultat pas particulièrement brillant, avec, je n'arrive pas à lire parce que, avec 25% de fumeurs en 2022, qu'on est un peu moins mauvais que les Russes, les Turcs, les Bulgares, les Indonésiens. C'est des pays de l'OCDE. Mais par contre, on n'est pas très loin d'un tas d'autres pays, mais enfin, il y a beaucoup de pays qui sont quand même, qui en sont beaucoup plus loin dans la lutte anti-tabac. Et le plus efficace des moyens de faire baisser la consommation de tabac, c'est d'augmenter le prix. Et là, je vous ai fait un graphique. Où je vous ai mis en noir le nombre de cigarettes par adulte et par habitant. Adulte, c'est la population de 15 ans et plus, donc c'est tout ce qui est mis sur le marché avec une estimation de ce qui échappe des achats hors buralistes, qui sont essentiellement les achats transfrontaliers pour 3/4 et pour 1/4 la contrebande. Donc, les cigarettes, on est passé de 3 cigarettes en 1950, dans les années 50, à presque 6 entre la loi Veil 76 et la loi Evin 91. Et ensuite, ça a diminué et ça recommence un peu à augmenter. Et en bleu, je vous ai mis le prix réel du tabac. Le prix réel, c'est le prix corrigé de l'inflation. Quand le prix du tabac reste constant, comme dans cette période de 50 à 70, ça veut dire que le prix du tabac a été augmenté comme le panier de la ménagère, comme tout l'ensemble des prix. Et quand le prix du tabac diminue, c'est que en fait, le prix nominal reste le même en euros ou en francs, mais tout le reste augmente. Donc, si on corrige de l'inflation, ça fait une diminution. Ensuite, on s'est remis, entre la loi Veil et la loi Evin, on s'est remis à augmenter le tabac comme le reste des produits. Et ensuite, après la loi Evin, on a essayé d'augmenter avec des périodes, ça c'est entre le plan cancer 2004 et Raffarin avait dit on va faire un moratoire. Ils ont fait un moratoire effectivement, mais c'est pas bon pour les ventes. Et d'ailleurs, dans les 3 années récentes, il n'y a pas eu d'augmentation des prix supérieurs à l'inflation. Et donc, on voit que les ventes recommencent à augmenter en 2023.
Donc, on a vraiment un problème sérieux de mauvaise politique de contrôle du tabac en France. Je ne suis pas sûre que ça va s'arranger avec le nouveau gouvernement. L'alcool, donc c'est pareil, je surveille la consommation d'alcool depuis 1925, une très belle collection de données. C'est en grammes d'alcool pur par adulte et par jour. Parce qu'il faut additionner les alcools forts, la bière, le vin, etc. Donc, le dénominateur commun, c'est l'alcool pur. 10 grammes d'alcool pur, c'est ce qu'on vous sert dans un café. C'est marqué en bas de la diapo. C'est 10 centilitres de vin à 12 degrés 5, 25 centilitres de bière à 5 degrés, 3 centilitres d'alcool à 40 degrés. Le total fait soit 125, soit 120, si vous multipliez les centilitres par les degrés. Et c'est ce qu'on vous sert. 10 centilitres de vin à 12 degrés 5, c'est un petit verre ballon. 25 centilitres, c'est une canette de bière. Et 3 centilitres d'alcool à 40 degrés. Vous savez, dans les bistrots, ils ont une petite boule, souvent, qui sert de doseur. Donc, c'est exactement ça. Dans un café, on vous sert 10 grammes d'alcool pur. Donc, la consommation d'alcool était extraordinairement élevée avant la guerre. Ensuite, ça a baissé. Ensuite, ça a repris. Et depuis la fin de la guerre, ça diminue régulièrement. Mais on en est encore à 165 grammes d'alcool pur par semaine, qui est la consommation répartie dans l'ensemble uniformément sur la tête de toute la population de 15 ans et plus. Donc, si en moyenne, la consommation est de 165 grammes, ça veut dire que beaucoup de gens consomment plus que 100 grammes d'alcool par semaine, qui est la limite qu'il est conseillé de ne pas dépasser. Donc, on a vraiment un problème de consommation très importante d'alcool et un déni et un lobby extrêmement efficace de l'alcool qui empêche d'arriver à résoudre ce problème. Donc, j'ai sorti aussi j'ai sorti aussi de l'OCDE la place de la France dans la consommation d'alcool. Et vous voyez qu'on a une consommation très élevée aussi. C'est aussi en 2022. Et là, on a les pays baltes, l'Europe de l'Est, un petit peu plus, mais c'est quand même très problématique tout ça. Donc, j'ai fait un petit zoom sur l'alimentation et l'obésité pour vous montrer qu'on a un problème assez catastrophique d'obésité qui a énormément augmenté entre 1997 et 2024. Ce sont des sondages, des études OBEPI qui étaient faites par Roche et qui ont été reprises par l'INSERM. Donc, ici en bas, c'est l'évolution de l'obésité chez les femmes et en bleu chez les hommes. Donc, vous voyez qu'on est passé de 9% à 17 et 19%. Et le surpoids, dans le dernier sondage, je n'ai pas trouvé les données de surpoids séparées chez les hommes et chez les femmes. Donc, j'ai mis la courbe pour les deux sexes. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de variation de la proportion de la population qui est en surpoids. Les hommes sont plus en surpoids que les femmes. Le bleu est au-dessus du rouge ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Mm. Mais par contre, l'obésité est un truc qui est vraiment galopant. On peut se consoler en se disant que si on a en moyenne 17 ou 18% d'obèses, les Américains en ont 40%, mais je trouve pas ça vraiment très consolant. Donc, on a vraiment un grand problème. Et l'obésité est très liée au revenu mensuel. Et donc, j'ai tiré de cette enquête, mais j'ai trouvé ces données sur Wikipédia, donc je les trouve un peu suspectes parce que c'est les mêmes revenus en 97 et en 2012. Mais, donc, vous voyez l'augmentation en fonction du revenu. Donc, 4% d'obèses chez les gens les plus riches. Je pense que c'est le décile le plus riche. Les 10% de la population les plus riches, il y avait 4% d'obèses en 97 et il y en a 7% en 2012. Et chez les plus pauvres, il y a 12% d'obèses en
97 et 26% d'obèses en 2012. Donc, l'obésité est vraiment très déterminée par le niveau. On peut prendre aussi le niveau d'études, on a les mêmes résultats, les mêmes genres de résultats. Donc, c'est vraiment un problème de contexte socio-économique. Les infections, je vous ai fait un petit rappel du sujet. Donc, le papillomavirus, donc j'ai mis dans l'ordre de leur part dans la mortalité en France, pas dans la mortalité d'ailleurs, dans l'incidence en France. Le plus fréquent, ce qui cause le plus de cancer sont les infections par les papillomavirus, qui sont à cause de tous ces cancers, col de l'utérus, bouche et pharynx, anus, vulve, vagin, larynx et pénis. Ça aussi, c'est dans l'ordre d'importance. Et la couverture vaccinale augmente régulièrement, mais reste insuffisante. En 2022, 48% des filles et 13% des garçons avaient reçu au moins une dose. Je ne peux pas voir, je bouge le truc, c'est vraiment pas du tout commode, cette affaire. Je vais faire plus ça comme ça après. Oui, des garçons de 15 ans avaient reçu au moins une dose. Donc, il y a encore du travail. Hélicobacter pylori, virus de l'hépatite C, je n'ai pas grand-chose à dire. Le virus de l'hépatite B, en 2022, ça c'est plutôt bien, 96% des enfants de 24 mois étaient vaccinés. Et parce que la personne qui m'a invité s'attendait à ce que je parle des cancers ORL liés au papillomavirus, parce que beaucoup d'ORL que je connais et des oncologues spécialisés pensent qu'il y a de plus en plus de cancers ORL liés au papillomavirus. Je ne pense pas du tout qu'il y ait la moindre preuve de ça, mais comme il y a moins de cancers ORL liés à l'alcool, la proportion des cancers non liés à l'alcool dans les cancers ORL augmente. La proportion augmente, mais le risque de cancer lié au papillomavirus n'augmente pas. D'ailleurs, on ne voit pas très bien pourquoi il augmenterait. Les expositions professionnelles. Alors, il y a beaucoup de données là-dedans. Et on m'a aussi suggéré de parler des pesticides. Donc c'est un grand tableau. Dans l'ordre, donc c'est un travail assez complexe à faire, le papier, le premier auteur était Claire Marant-Micallef, il a fait un travail de bénédictin. Il faut trouver la proportion des gens qui sont exposés à l'amiante, estimer le risque, etc. Donc, les expositions professionnelles qui sont les causes du plus grand nombre de cancers sont dans l'ordre l'amiante, le chrome hexavalent, le travail de peintre, le travail de nuit, les gaz de diesel, les vapeurs de diesel, le cobalt, etc. Et dans cette estimation ont été pris en compte 3 pesticides, le diazinon, le malathion et le lindane. Donc ça, ce sont les risques de cancer liés aux expositions professionnelles à ces pesticides. Et le lindane était estimé être responsable de 28 lymphomes non-Hodgkiniens en 2015 et il est interdit dans l'agriculture depuis 1998, dans le traitement du bois depuis 2006 et comme antipoux aussi depuis 2006. Et le diazinon et le malathion sont des cancérogènes probables d'après la classification du CIRC et on a pris en compte les cancérogènes probables dans ce travail et on a estimé que le diazinon était responsable de 85 cancers en 2015, 65 cancers de poumon et 20 lymphomes non-Hodgkiniens. Il est interdit depuis 2007, mais bien sûr, les gens peuvent avoir été exposés en 2006, 2000 et avoir un lymphome en 2015. Et le malathion est responsable de 44 cancers, 28 lymphomes non-Hodgkiniens, 16 cancers de la prostate. Il est interdit en France depuis 2007, mais il a été utilisé en Guyane lors de l'épidémie de chikungunya en 2014 et il a été utilisé en lotion dans l'antipoudre jusqu'en 2018. Donc, les effets des pesticides qui ont été étudiés ici ne sont pas très importants, mais ils sont réels. Et maintenant, ces produits-là sont interdits. Et le glyphosate, donc, on parle beaucoup on parle tout le temps, on parle beaucoup du glyphosate. Il y a eu un grand débat qui a été largement alimenté par le fait qu'en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a conclu que le glyphosate était probablement cancérigène pour les humains. Mais en 2023, l'Autorité européenne pour la sécurité de l'alimentation, l'EFSA,
a conclu que le glyphosate ne répondait pas aux critères pour être classé comme une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. C'est dans leur langage, c'est bureaucratique, ne répondait pas aux critères, et a renouvelé son autorisation pour 10 ans. Et entre ces deux dates, il y a eu plusieurs méta-analyses et revues des données qui ont été publiées avec des conclusions contradictoires. L'essentiel du débat portant sur 2 risques: le risque de tumeur chez les rats et les souris exposés au glyphosate et le risque de lymphome non-hodgkinien chez les personnes exposées professionnellement au glyphosate, qui a été étudié dans des enquêtes épidémiologiques. J'ai fait toute une revue de ces travaux, de ces 2 sujets. Je ne vais pas vous parler du risque de tumeur chez les rats et les souris parce que ce serait un sujet beaucoup plus statistique que épidémiologique. Mais je vais vous montrer les résultats des études du risque de lymphome non-hodgkinien chez les personnes exposées professionnellement au glyphosate pour que vous compreniez un peu pourquoi il y a un débat. Donc, ces enquêtes, en fait, je ne suis pas partie des enquêtes elles-mêmes, je suis partie des méta-analyses ou des revues qui ont été faites par divers auteurs. Et dans certaines enquêtes, les différents auteurs de méta-analyses ou revues ont sélectionné des résultats différents. Alors là, il y a un diapo assez compliqué. En colonne, vous avez les enquêtes. Vous avez les enquêtes 4 témoins et ensuite, en bas, les enquêtes de cohorte. Donc, vous avez certaines enquêtes 4 témoins. Certaines sont déjà des regroupements d'enquêtes. Et il y a 2 enquêtes de cohorte. Il y a une enquête de cohorte aux États-Unis qui a été publiée d'abord en 2005, puis remise à jour en 2018. Et puis, il y a une méta-analyse de cette enquête des États-Unis et de 2 autres enquêtes. Et j'ai regardé 4 méta-analyses et 2 revues. La différence entre méta-analyse et revue, c'est que dans les méta-analyses, ils ont fait une synthèse quantitative de l'effet. Est-ce que le risque est augmenté par l'exposition au glyphosate, qui est ici la dernière ligne de chiffres. Et dans les revues, ils n'ont pas fait de synthèse quantitative, ils ont simplement sorti des études des risques relatifs, par combien le risque est augmenté quand on est exposé au glyphosate comparé aux populations, aux expositions professionnelles, aux gens qui ne sont pas exposés professionnellement au glyphosate. Et ils ont sorti des différentes enquêtes, soit le même risque, par exemple de l'étude européenne de Coco et compagnie en 2013, ils ont sorti tout le monde a pris la même augmentation. Le glyphosate, dans cette étude, le glyphosate semble multiplier le risque de lymphome non-hodgkinien par 3. Et pour d'autres enquêtes, ils ont pris un risque de 2,1. Alors, il faut aller regarder la note en bas, mais moi, je ne peux pas la voir parce que j'ai le chat qui apparaît dessus. Je ne peux pas vous dire, mais pour que la différence entre 2,1 et 1,6, mais il y en a un qui est ajusté sur quelque chose ou plus limité. Donc, ils ont pris des risques différents. Et donc, ce n'est pas très étonnant qu'ils aient trouvé des résultats synthétiques différents. Donc, et la conclusion de ces méta-analyses, eh bien, dépendait de ce qu'ils avaient fait, de quel risque ils avaient choisi. Donc, Zhang a dit le lien est convaincant, Donato dit il n'y a pas de preuve, Poveda dit il n'y a pas d'association, Cabal dit il n'y a pas d'augmentation du risque, Weisenberger dit c'est une cause de lymphome carrément, et le dernier, il faut que j'enlève ça, la dose de glyphosate est de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux doses considérées par les agences réglementaires sans risque. Donc ça, c'est une conclusion bureaucratique, je dirais. Donc, finalement, les 4 méta-analyses ont abouti à des conclusions différentes, en prenant des risques relatifs différents. Le choix d'une définition plus stricte, ça c'était les notes du bas, de l'exposition, au moins 10 jours, 2 jours par an, dans le quartier d'exposition plus élevé, ou d'une période de latence de 20 ans, a conduit à des risques relatifs plus élevés. Mais évidemment, si on choisit dans une enquête les risques qui apparaissent les plus élevés, on biaise les résultats. Et il y a aussi une étude qui a combiné, pris en compte non seulement les lymphomes non-hodgkiniens, mais les leucémies leucocytes. Donc, ça aussi, ça peut être déterminé par le résultat. Si on veut avoir un résultat significatif, il faut trouver le truc le plus significatif dans tout ce qu'on a fait. Et évidemment, on peut faire
de publications comme ça, mais ces résultats sont en général infirmés par les études suivantes. Donc, pour conclure, la conclusion de la synthèse des enquêtes, donc la synthèse dépend des risques tirés de chaque enquête. Ces risques dépendent de la prise en compte de l'exposition aux autres pesticides, de l'intensité de l'exposition et de la nature du risque étudié, tout lymphome non-Hodgkinien, limité au lymphome B ou étendu à la leucémie trichoneurocyte. Oui, j'ai oublié de vous dire que dans certaines des méta-analyses, si on se limite au lymphome B, on trouve une augmentation. Mais s'il n'y a pas d'augmentation du risque global, et s'il y a une augmentation du risque de lymphome B, ça veut dire qu'il y a plutôt un effet protecteur sur les autres lymphomes. Donc ça, ce n'est pas très raisonnable non plus. Et la conclusion de la synthèse dépend aussi de l'importance relative accordée aux enquêtes cas témoins par rapport aux enquêtes de cohorte. Donc, je vous rappelle que dans les enquêtes cas témoins, on interroge des gens qui ont un lymphome non-Hodgkinien et des témoins sur leur exposition passée. Et on ne peut jamais être certain que les témoins se souviennent de leurs expositions passées avec la même intensité que les patients atteints de lymphome non-Hodgkinien. Donc, le plus fiable, c'est quand même les enquêtes de cohorte. Et le résultat le plus robuste, qui est celui de la méta-analyse des enquêtes de cohorte, ne montre pas d'excès de risque de lymphome non-Hodgkinien. On trouve un risque relatif qui est inférieur à 1, donc le risque n'est pas augmenté, il est un poil diminué. Et donc, globalement, on ne peut pas conclure de tout ça que le glyphosate augmente le risque de lymphome non-Hodgkinien. Donc, je ne vais pas vous parler des rayonnements ultraviolets, des radiations ionisantes, de l'activité physique et du traitement de la ménopause et de l'allaitement, mais il m'a été suggéré de parler de pollution. Donc, ont été pris en compte dans ce travail la pollution de l'air par les particules fines et la pollution de l'eau de boisson par l'arsenic et de l'air intérieur par le benzène. La pollution, c'est un terme très vague, et pour en étudier les conséquences, il faut définir ce qu'on étudie. Donc, la pollution de l'air, ce qui a été étudié ici, c'est les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 microns, ou PM2,5. On pourrait aussi étudier PM10, l'ozone, les oxydes de soufre et d'azote, le plomb, le benzène, et je ne sais pas quoi encore. Et on va étudier la pollution dans l'air ambiant et seulement dans l'air intérieur, sachant qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur et qu'il peut y avoir des choses différentes dans l'air intérieur. Et ici, on a pris en compte le benzène et on n'a pas pris en compte d'autres polluants de l'air intérieur. Et la pollution de l'eau, on a pris en compte l'arsenic, mais il peut y avoir d'autres polluants, et on n'a pas pris en compte d'autres pollutions, les pesticides environnementaux, etc., et d'autres polluants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution de l'air diminue, je vous ai mis une citation très longue que j'ai sortie du rapport qui rassemble les données sur le site EPA, qui étudie, qui surveille très bien d'ailleurs les polluants. Et ils disent en France, les émissions, et c'est très documenté, vous pouvez trouver les graphiques avec la baisse de chacun de ces trucs. Les émissions de tous les polluants atmosphériques sont en baisse depuis 1990, les métaux lourds, les polluants acidifiants, polluants eutrophisants, précurseurs d'ozone troposphérique, particules, polluants organiques persistants. Les émissions de certains polluants ont été très fortement réduites, voire quasiment éliminées depuis 1990, par exemple le plomb, ou l'hexachlorobenzène, les dioxines et furanes, et du chrome, du fait des mesures réglementaires mises en place et des moyens de réduction adoptés dans le secteur de l'industrie et des déchets. Donc, les choses vont plutôt bien, plutôt bien. Donc, pour conclure, j'ai l'impression d'avoir été un peu vite, mais on aura plus de temps pour discuter. Les deux premières causes de cancer en France sont le tabac et l'alcool. Leur consommation ont diminué, mais sont encore beaucoup trop élevées. L'obésité est une cause de cancer en augmentation et c'est une source majeure d'inégalité de santé. La couverture par la vaccination contre les papillomavirus oncogènes doit encore être améliorée. Les expositions professionnelles aux pesticides devraient diminuer. Et la pollution de l'air par les particules fines n'est pas une cause majeure de cancer et cette pollution diminue régulièrement. Répandre des messages fallacieux sur la prévention des cancers nuit gravement à la santé publique. Les lobbies du tabac, de l'alcool et de l'alimentation sont d'une efficacité redoutable. Vous avez sûrement vu l'histoire du Nutri-Score et de Danone, c'est un exemple d'école. Et l'interprétation des données disponibles sur la toxicité des expositions environnementales donne lieu à de nombreuses controverses qui parasitent énormément le message de santé publique. Les gens pensent que les pesticides
où la pollution sont des causes majeures de maladies en général et de cancer en particulier, et finissent par vous dire que de toute façon, la pollution va les tuer, donc ils peuvent aussi bien continuer à fumer. Donc je pense que vraiment, c'est très problématique et les médias en rajoutent tout le temps. C'est vraiment très catastrophique. Donc, j'ai fini. Mm. Alors, Il y a Marie qui va revenir. Voilà, je reviens. Merci beaucoup, Catherine. Donc, bah, je vais commencer par merci pour cette présentation. C'était dense en informations et assez perturbant effectivement par le fait que ça bouscule pas mal d'idées reçues et qui sont énormément véhiculées, ce qui fait qu'elles finissent même par nous pénétrer, nous, en tant que scientifiques. Je vais d'abord lire les questions qui ont été posées. Ensuite, peut-être que je poserai, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes doivent en avoir d'autres. Donc, sur la consommation d'alcool, il y avait une question pour demander si on avait des données en fonction des tranches d'âge, ce qui serait peut-être plus représentatif pour savoir quel est l'impact de la nouvelle génération par rapport aux générations anciennes. Je présume euh, que c'est oui, la oui, bien cause de la sûr. question. Oui, bien sûr, naturellement. On a les données en fonction de l'âge. J'ai fait un rapport sur le tabac qui a été publié à la documentation française avec toutes les données de consommation par sexe, par âge et tout ça. J'ai fait la même chose pour l'alcool et que je l'ai rendu à la DGS qui s'est empressée de l'enterrer. Mais bien sûr, j'ai tout ça en magasin. Il n'y a pas de problème. Et en fait, les vieux boivent moins en vieillissant, et la consommation d'alcool baisse à tous les âges. Donc, mais je peux rajouter un truc si vous voulez. Ce serait possible, ça, de récupérer ces slides-là pour pouvoir les Je peux donner pas en les même mettre, temps que… je peux pas les trouver. Non, ça c'est un défi. Il y a le bazar dans mon ordinateur assez considérable. J'ai pas ça sous la main. Non, non. Mais on peut le mettre quand on met le truc en ligne, on peut rajouter un addendum. À ce Je sais moment-là, pas. oui, oui, on peut. Oui, oui. Ou alors Oui. sinon, moi, en plus du PowerPoint, je rajoute les deux, trois slides, des liens Ok. pour les articles. Voilà, d'accord. Merci. Alcool par pas de problème. Parce que Voilà. ce que je pense qui est sous-jacent derrière cette question, c'est Ah en oui, je fait, sais. on a envie de savoir quel va être l'impact sur les générations à venir. Parce que nous, on a payé les périodes enfin nous, je parle de toi et moi, hein, donc de la vieille génération, on a payé 68, l'augmentation du tabagisme, de l'alcoolisme chez les femmes. Je pense que ça a été responsable de la hausse des cancers chez les femmes par rapport aux générations d'avant, etc. Et maintenant, on aimerait savoir un petit peu si l'évolution, elle touche vraiment beaucoup les jeunes, ce qui veut dire que on aura un vrai impact plus tard, ou si c'est quelque chose d'un peu de mal partagé Je vais entre les regarder. générations. Je vais regarder. Euh, est-ce que j'ai... Non, je passe ça facilement accessible. Non, mais c'est Il y a bon. une question sur les Ouais. cancers professionnels liés au travail de nuit. Oui. Euh, le travail de nuit augmente le risque des cancers du sein, de mémoire. Il faut que je retourne, bon, il faut que je retourne au chapitre. Euh, et c'est une chose vérifiée. Voilà. Oui, ouais. Et on a une explication? Ah, alors ça, aucune idée, non. Vous savez, les épidémiologistes sont pas très, c'est pas eux trop qui vont leur demander des explications. Si on a tellement longtemps dit qu'on ne pouvait pas dire que l'alcool était une cause de cancer parce qu'on ne comprenait pas pourquoi. Mais donc, non, je ne sais pas. Il y a sûrement des gens qui ont des idées, mais la perturbation du rythme nictémaire, non, je ne sais pas. D'accord. Il y avait bon, il y avait une précision sur les leucémies et les lymphomes B, mais la situation pour le cancer du sein est essentiellement
Moi, il m'a semblé voir que lorsque tu as présenté les premières figures d'incidence de mortalité tout cancer, le cancer du sein était quand même un des cancers en augmentation. Oui, Est-ce que c'est cette situation, c'est la France par rapport aux pays, aux autres pays, c'est quelque chose de spécifique à la France, c'est quelque chose de général? je pense que c'est assez général. Je sais pas très bien, pour être honnête. Euh, Donc l'incidence continue à augmenter. C'est un des rares. Avec le poumon, c'est quand même L'incidence augmente, mais la mortalité oui, diminue beaucoup. mais quand on cherche les causes, la mortalité, c'est les progrès de la médecine, non? Ben, Qui c'est à la déterminent la fois, mortalité. c'est à la fois, oui, mais quand même, mais quand même. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Par exemple, l'obésité. Et question suivante, c'était sur les glyphosates. N'y a-t-il pas toujours tout simplement une confusion dans l'espace public entre le risque et la dose? Voilà. De toute façon, ça, je ne sais pas. Bien sûr, il y a une confusion constante, mais la dose auxquelles ils exposent les professionnels dans l'étude, donc on étudie les risques en 2015, donc c'est des expositions qui sont antérieures, je ne sais pas, au moins à 2010, des expositions du passé. Et dans ces enquêtes, les enquêtes épidémiologiques, les travailleurs qui ont été exposés au glyphosate, euh, dans l'étude américaine, par exemple, il y a des épandeurs, dont des gens qui passaient leur temps à manipuler du glyphosate. Et c'est certain que ces gens-là faisaient autrefois pas du tout attention. Quand- Dans les, Maintenant, quand ils manipulent du glyphosate, les agriculteurs, ils doivent avoir une formation, ils sont agréés au truc, ils ont un costume, ils sont complètement masqués, habillés, équipés avec des gants et tout ça. Mais autrefois, je pense qu'ils transvasaient les trucs. Si c'était en poudre, du sac, dans un seau, il y en avait partout. Donc, bien sûr, la dose était beaucoup plus importante. Et même avec ces expositions relativement importantes, on n'arrive pas à être sûr que le risque est un peu augmenté, s'il est un peu augmenté ou pas du tout augmenté. Donc, évidemment, mais il faut quand même, c'est un principe de base en épidémiologie. La première chose qu'on fait, qu'un épidémiologiste fait pour se demander si une exposition augmente un risque, il se demande où sont les gens qui sont les plus exposés, parce que c'est quand même là qu'on a le plus de chances de voir un signal. Si le signal chez les gens les plus exposés est totalement indéterminé, on n'arrive pas à savoir si vraiment le risque est augmenté ou pas, on peut laisser tomber cette affaire. Voilà. Les questions concernant l'incidence des cancers viraux induits par le HPV. Et la question, là, étant donné qu'on ne recherchait pas le statut avant 2015, comment peut-on vraiment projeter sur, sur les variations d'incidence entre 2015 et 2023? Bah, cette question, hein, c'est juste si il n'y a rien qui permet de dire qu'il y a plus de cancer ORL attribuable à l'HPV. J'ai regardé avec des ORL, effectivement, ils m'ont poussé dans des retranchements. J'ai été regarder le cancer de l'amygdale parce qu'ils m'ont dit que c'était ce cancer-là qu'il fallait regarder, il diminue comme les autres. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune donnée. Et pourquoi diable est-ce qu'il y aurait plus de papillomavirus qui circuleraient en 2024 qu'en 2015? On ne sait strictement rien. Mais en tout cas, comme il y a moins de cancers ORL liés à l'alcool, je pense que leur perception, c'est que la proportion des cancers qu'ils voient, qui sont liés au HPV, augmente, c'est tout. Mhm. Parce que la partie liée à l'alcool diminue. C'est juste quelque chose de relatif. Mais voilà. Mais j'en sais rien. Mais de là à dire le papillomavirus, c'est un truc qui augmente, les cancers ORL augmentent, il n'y a rien qui permet de dire ça.
Mhm. Donc, en fait, la différence, c'est la proportion de cancers ORL avec HPV augmente, Les- mais le nombre absolu de cancers, je Voilà. pense que c'est ça les différences d'interprétation, Oui, hein. C'est le nombre exactement. absolu, lui, Ah, reste oui, enfin, constant. voilà. Donc, Mhm. enfin, autant Ça, qu'on sache c'est qu'il pourrait dans aussi diminuer parce qu'on commence à vacciner les garçons, ça va finir par diminuer. Les Mhm. résultats des pays qui ont vacciné efficacement, je ne me souviens plus, mais il y a des données en Australie, en Écosse de mémoire, qui montrent qu'il n'y a plus de cancer de l'utérus chez les femmes jeunes. Mhm. On a éradiqué le cancer de l'utérus par la vaccination. Donc, c'est quand même un truc qui marche très, très bien. Donc, ça sera pareil pour les cancers ORL. Si on arrive à vacciner, maintenant qu'on vaccine les garçons. Mais il faut une couverture vaccinale un peu meilleure que celle qu'on a. Donc, il y a du travail. On a une idée de la couverture maximale pour commencer à avoir un effet, une incidence sur sur l'épidémio? Quelle est Voilà. la- Dans les pays où on a vu les trucs à éradiquer, ils ont des couvertures absolument Ouais. fantastiques. Ils ont vacciné tout le monde. De toute façon, il ne faut pas bigoter. Il faut vacciner tout le monde, point. Enfin, aussi tout le monde que possible. Et puis, il y a une dernière question. Moi aussi, ça m'a intrigué. Le rôle de l'allaitement jusqu'à 6 mois sur l'incidence du cancer. Ah ben, ça protège du cancer du sein. Euh, Ça protège la mère ou l'enfant? Ça protège la mère. D'accord. Je ne suis pas spécialiste, mais il y a des données. Oui, c'est bien démontré. Mhm. Il y a des très jolies. Ça protège la mère. Les mères allaitant plus de 6 mois sont plus. Oui, On va les comparer à quoi? Aux des mères femmes qui qui n'allaitent pas. n'allaitent pas. Moi, D'accord. qui n'allaitent pas. Mhm. Oui, Il y a oui. Philippe aussi qui a levé la main. Philippe qui voulait poser une question. Oui, j'avais une question là concernant le cancer du pancréas. On voit aujourd'hui que, enfin, tous les oncologues médicaux, notamment Andy, montrent qu'il y a une augmentation assez drastique du cancer du pancréas, et notamment chez des personnes relativement jeunes. Il y avait des théories, encore une fois, en termes de causalité des pesticides, mais des pesticides en général. Et je pense qu'il y avait certaines personnes qui avaient essayé de faire superposer des cartes géographique de Voilà. l'ensemble des zones agricoles avec l'incidence du cancer du pancréas ou la mortalité, je ne me souviens plus. J'aimerais avoir votre sentiment sur effectivement, parce que on parle de pesticides, mais on peut jamais, enfin, c'est un peu compliqué de parler d'un pesticide en particulier, puisque en général, quand ils répandent des pesticides, c'est toujours des mélanges avec chacun d'entre eux à des doses inférieures au seuil autorisé. Donc, c'est comme ça que les agriculteurs se couvrent par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais avoir votre sentiment sur les différentes causes qui sont aujourd'hui évoquées pour ce cancer-là, qui a l'air de monter en flèche et contre lequel on va certainement avoir beaucoup de mal à lutter d'ici la prochaine décennie. Non, agiter les pesticides en général, ça c'est vraiment le truc. Il y a aussi une question de Jacques Ansilli qui dit que pour cette étude récente états-unienne qui semble montrer que l'impact de l'utilisation de pesticides sur l'incidence du cancer peut rivaliser avec celui du tabagisme. C'est exactement le problème, la méthode de ce papier-là, exactement celle que vous suggérez, c'est-à-dire des superpositions géographiques. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire de plus mauvais, enfin la méthode la moins fiable pour démontrer une association entre une exposition et un risque. Ça s'appelle une étude écologique dans laquelle on a des données seulement sur une base géographique. On se demande si les endroits où il y a plus de pesticides, il y a aussi plus de cancers. Les endroits où il y a plus de pesticides, il y a plus de cancer du pancréas. Sans savoir si les gens, si c'est monsieur truc qui est une dose plus forte, a un risque plus grand. Et donc ça, c'est vraiment extraordinairement peu efficace et c'est produit du bruit. Et cette étude des États-Unis n'est vraiment pas inclus. C'est absolument catastrophique, ça. Et c'est complètement problématique. C'est pas comme ça qu'on peut travailler sérieusement. Il faut avoir des gens qui ont été exposés, des gens qui n'ont pas été exposés. Et évidemment, l'histoire des mélanges de pesticides, ben avec ça, on peut faire peur à tout le monde, mais
quelle dose, de quoi, combien, etc. Moi, je n'ai rien contre les mélanges, mais il faut que ça se mesure, tout ça. Donc, c'est trop vague. Mais de toute façon, l'espérance de vie des agriculteurs est meilleure que l'espérance de vie de la population générale. Donc, il ne faut pas trop s'angoisser déjà pour commencer. Et donc, quelle cause est évoquée aujourd'hui majoritairement pour le cancer du pancréas? Alors ça, je ne sais absolument pas. Je ne sais rien du tout, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un a des idées, mais de toute façon, qu'est-ce que vont faire les écolos primaires, si je puis dire? Ils vont dire c'est l'environnement, ce sont les pesticides, c'est la pollution. Mais il y a zéro preuve. Zéro, zéro. On peut toujours dire ça. Et c'est un problème de mélange. Et ensuite, ils rajoutent, pour faire bonne mesure, un truc qu'ils ont inventé qui s'appelle l'effet cocktail, qui dit que une petite dose de ça ne fait rien, une petite dose de ci ne fait rien, mais une petite dose de ça plus une petite dose de ci, c'est catastrophique. Mais si ça marchait comme ça, je ne sais pas, on pourrait manger à la fois des lentilles et du pamplemousse. Ça va vous faire beaucoup plus de mal que chacun des deux produits. Ça marche comme ça ça marche comme ça pour certains médicaments. Ça s'appelle un effet synergique. Absolument, ça marche pour certains médicaments. Mais justement, on a parlé de ça pour les perturbateurs endocriniens. Il y a des perturbateurs endocriniens qui sont euh, estrogéniques et il y en a d'autres qui sont anti-estrogéniques. Alors, ça marche bien sûr, si c'est deux qui vont dans le même sens, ça va aller dans le même sens, mais ça peut aller aussi en sens inverse. Donc, tout ça, ça se discute. Et les différents pesticides, par exemple, les expositions professionnelles aux pesticides qui ont été étudiées ici, ils ne donnent pas les mêmes risques. Il y en a qui augmentent le risque de Parkinson, il y en a qui augmentent le risque de lymphome, il y en a qui augmentent le risque de cancer de la prostate. Ils ont des effets différents. Donc, on ne peut pas additionner tout ça. Il faut regarder chaque chose à la fois, chaque chose séparément, sérieusement. Merci à vous. Je ne sais. Je ne Trois vois questions pas. sur le chat. Il n'y a pas d'autres. Il y a pas Si, il y en a encore trois. Il y a encore trois. Ah bah questions. oui, oui, oui. Alors, je vais continuer sur le chat, hein. Que penser de cette étude états-unienne qui montre que nos résultats montrent que l'impact, là je cite, hein, c'est une Oui. citation entre parenthèses, montre que l'impact de l'utilisation des pesticides sur l'incidence de cancer peut rivaliser avec celui du tabagisme. Vous Oui, connaissez alors j'ai regardé ce papier, c'est une étude écologique aux États-Unis. C'est une espèce d'usine à gaz, horrible, un papier horriblement compliqué. Et leur façon, ils étudient, euh, ils ont résumé, que je me souvienne, ils ont résumé l'utilisation de 69 pesticides par une méthode un peu de classification en faisant 8 catégories c'est dans les comtés des États-Unis. Counties, c'est une petite unité géographique. Peut-être que ça serait les cantons en France. Et dans chaque canton, à chaque canton a été attribué une espèce de pattern d'utilisation de pesticides. Et il y avait 8 patterns. Et ensuite, ils ont regardé la corrélation entre ces patterns et le risque de cancer, l'incidence du cancer globalement, et puis ensuite pour certains types de cancers. Et ils ont fait des cartes et ils ont estimé une part attribuable d'une façon extraordinairement bizarre, à mon avis, qui est fausse. Et ensuite, ils ont fait ça aussi pour le tabac, de la même façon, en prenant la proportion de fumeurs dans chaque canton et en attribuant une part des cancers attribuables au tabac de cette façon. Et personne ne ferait ça. C'est vraiment une façon de mesurer les choses en cherchant la corrélation entre le pourcentage de fumeurs et le nombre de morts par cancer dans les différents cantons. C'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, vraiment, ce travail est complètement déraisonnable. c'est pas pour ça qu'on travaille, parce que les cohortes sont trop petites, parce Mais ce n'est pas des que cohortes, c'est pas du tout des cohortes. C'est comme si vous regardiez le risque de cancer de différents pays, que vous corréleriez ça avec la mise sur le marché de pesticides. Est-ce qu'il y a plus de cancer en Chine,
qu'en Inde, parce qu'ils consomment tant de tonnes de pesticides. Et voilà, c'est des choses, c'est pas du tout par personne, c'est vraiment par unité géographique. C'est la corrélation entre les ventes de tabac et le cancer du poumon. Pour le cancer du poumon, comme l'effet est très, très clair, ça doit à peu près marcher, mais c'est quand même pas une très bonne façon. De façon très grossière. Et justement, la question de Laurent Clairaut, elle est sur le cancer du poumon, c'est de savoir est-ce que on sait si la consommation de cannabis donne aussi un risque élevé de cancer ou maintenant les cigarettes électroniques, tout ça, est-ce que c'est clairement analysé ou est-ce qu'on reste encore Le cannabis, c'est assez bien connu, non? Et d'ailleurs, souvent, c'est mélangé à du tabac. Moi, je pense qu'en première approximation, le cannabis, c'est comme le tabac. Question cancérogénicité. et les cigarettes électroniques? Ah ben, le cigarette électronique, c'est quand même beaucoup moins dangereux. Un, il n'y a pas de goudron. Deux, il n'y a pas de monoxyde de carbone. Donc, quand même, c'est pas trop, on ne sait pas très bien, mais Oui. on y gagne quand même. Mais il y a eu des études sérieuses qui ont été faites où on Ah est oui, oui, il y a toujours des dans la études. causalité. Je connais pas très, très bien la littérature, mais sur le Ouais. cannabis, il y a tout ce qu'on veut comme données. Oui. Alors, on revient à la pollution aux écologistes. C'est sûr que c'est un sujet sur lequel forcément on est obligé de revenir. Les écolos primaires vont dire que c'est la pollution. Les épidémiologistes primaires vont dire que c'est plus compliqué. Non, c'est pas plus compliqué, mais déjà la pollution diminue. Déjà, il faut commencer par regarder ça, les données d'exposition. Mm. Je pense en fait la remarque, si j'ai bien compris, hein, ou la critique qui était faite, c'est que effectivement, il y a eu toute une période avec le tabac où on disait que en fait, finalement, la causalité. Il y a une augmentation de cancer des poumons, mais c'est peut-être pas la causalité n'est peut-être pas directe. Et donc là, on est dans un peu, Mais là, il n'y a on n'est pas. pas dans le même problème avec la pollution Mais la euh, pollution de augmenterait quoi? l'environnement. La pollution augmenterait quoi? À part le cancer du pancréas, je ne vois pas très bien à quoi se raccrocher. On ne peut pas dire que la pollution augmente le risque du cancer du poumon. Il diminue terriblement chez les hommes, il augmente terriblement chez les femmes. Mhm. Déjà, ça montre bien que ce n'est pas conduit par la pollution, Mhm. mais bien par le tabac. Donc, mais voilà. Et j'ai une dernière remarque sur l'effet cocktail bon, c'est sûr que c'est un des points qui nous intrigue tous. Bon, affirme, Irène dit, il existe bel et bien pour les perturbateurs endocriniens, dont les pesticides, voir le Ça, je papier de demande à William voir. Bourget. Je Hein. demande à voir. Je ne connais pas cette littérature, mais C'est une étude publiée par William Bourget, comme le dit Irène. publiée Et dans quoi? William Bourget dans Nature Communication, il n'y a pas si Ok. longtemps que ça. Et c'est une étude relativement sérieuse, c'est sur les effets sur le récepteur nucléaire PXR. Oui, c'est ça. C'est Oui, in oui, mais vitro. C'est in vitro. c'est quelque chose de scientifiquement Mais c'est in validé. vitro. Validé. Non, c'est pas, il y a tout un, enfin, il faut que vous lisiez le papier en détail et vous verrez que Ah, je vais c'est regarder, pas des mais choses complètement, il y a des essais au niveau cellulaire avec des modèles particuliers. oh, Et et moi, c'est peut-être in vitro, mais moi, je suis épidémiologiste, je regarde ce qu'on sait sur l'homme. Vraiment, alors bah là, écoutez, je pense on peut pas nier le fait qu'il faille passer à un moment donné par l'expérimentation. ah On peut oui, pas faire oui, que des corrélations en c'est très épidémiologie. utile. Je vais lire le papier. Je vais lire le papier. Mais en tout cas, c'est mis à toutes les sauces, et en particulier pour les perturbateurs endocriniens. Déjà, je vous dis, les perturbateurs endocriniens, c'est une espèce de boîte noire de très grande taille. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens. Tout ce qui agit sur le système endocrinien, il y a l'insuline, la levothyroxine, tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc, et ça fait des choses, ça fait des choses très, très différentes. Donc, on ne peut pas c'est une boîte noire, ça. Donc, on est obligé de rentrer dans les détails quand même.
Mais est-ce que c'est pas la limite des études épidémiologiques dès le moment où on est sur des Ah non. multifactoriels, ça devient assez difficile de tirer des conclusions ou on peut tirer les conclusions Bon, on peut commencer par s'intéresser aux choses les plus importantes. Je n'ai rien contre les gens qui étudient des choses dans les coins, mais moi, j'essaye de comprendre l'évolution de la fréquence des cancers et ce qui conduit ça. Et je ne vois pas la pollution comme un problème majeur dans cette histoire. Mais voilà, c'est un constat. Donc, on arrive à la fin des questions. Vous en avez suscité beaucoup, hein. Donc, pour le cannabis, il y a quelqu'un qui dit c'est Paul Morizot qui nous confirme que effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la même incidence pour le cannabis que pour les cigarettes. Oui. Et que donc, voilà, ça n'est pas un substitut voilà, qui pourrait diminuer Non, c'est pas. les problèmes, outre les autres problèmes qui pourraient apparaître avec. Ensuite, il y a une question effectivement de Pierre Netter qui concerne finalement, quand on parle d'incidence de mortalité, on intègre déjà un certain nombre de données et lui il dit qui ont évolué énormément entre 95 et 2025, qui sont le dépistage, probablement l'identification de la maladie aussi à la cause de la mortalité et puis l'amélioration des traitements. Comment est-ce que cela est pris en compte dans les graphiques d'évolution en fonction du temps? On prend en compte ce qui a écrit sur les certificats de décès pour la mortalité. Donc, évidemment, si tout d'un coup, en particulier pour les hémopathies, quand on a décidé que des trucs qui s'appelaient lymphome s'appellent maintenant leucémie, sauf si c'est le contraire, ou justement que les leucémies atricoleucocytes ont des lymphomes, enfin, tout ça, ça perturbe effectivement la surveillance de l'évolution. Mais oui, c'est pour ça qu'on est obligé, par exemple, de faire des regroupements quelquefois, parce que sinon, c'est pas regardable, parce que les niveaux de dissection ont changé. Et pour les données d'incidence, oui, la meilleure façon, on voit très bien avec le cancer de la prostate chez les hommes, sur l'incidence, vous avez un formidable effet du dosage du PSA. Ah, j'ai perdu mon truc. Bon. Oui, mais la courbe est apparue, là, on la voit bien. Pas grave. Effectivement. Oui, voilà. Donc, ça, c'est exactement l'effet de l'incident, l'effet du dépistage. D'accord, donc Le dépistage qui n'est pas recommandé. le pic de 2005, c'est l'augmentation des tests C'est le PSA. de PSA. On a la même chose. Quelqu'un a demandé si on avait les mêmes genres de résultats aux États-Unis. Vous pouvez regarder. Il y a une petite revue américaine qui s'appelle CA, A Cancer Journal for Clinicians, qui publie tous les ans ces graphiques pour les États-Unis. Vous verrez, ils ont exactement la même chose pour le cancer de la prostate. On s'est mis à doser le PSA à l'argamanu. Ensuite, on a dit c'est peut-être pas une bonne idée. J'ai écrit des papiers là-dessus, j'ai fait des conférences. Je me suis jamais fait autant insulter que la première conférence que j'avais faite à l'Association française d'urologie, où j'ai dit que le dépistage du cancer de la prostate par le dosage de la PSA, ce n'est pas une bonne idée. Je me suis fait injurier. Ils m'ont dit que j'étais une femme, que j'étais vieille et que je n'étais pas médecin. C'était très gentil, mais ça n'avait vraiment rien à voir avec le sujet. Et ensuite, quand même, ils ont un peu fait marche arrière sur le dosage du PSA, ça se voit. Et là, c'est en train de repartir, visiblement. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est quand même grave parce que ça veut dire que ce type par exemple, la courbe prostate, elle est sensible à un phénomène qui n'a rien à voir avec l'incidence. C'est l'incidence, c'est le nombre de nouveaux diagnostics. Les nouveaux diagnostics, ils dépendent des pratiques diagnostiques. Des pratiques du diagnostic. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours regarder à la fois les données d'incidence et les données de mortalité. Si vous regardez que les données d'incidence, vous courez le risque de dire qu'il y a une épidémie de cancer de la prostate qui n'existe pas, qui est une épidémie de diagnostic. Donc, c'est exactement pour ça qu'il faut regarder toujours les deux en même temps.
Et ensuite, on discute. On discute les pratiques diagnostiques et l'amélioration des traitements. Quand les deux diminuent, comme pour la lèvre, bouche, pharynx, œsophage, on dit qu'il y a de moins en moins de cancer ORL. On a peut-être aussi fait des progrès dans le traitement. Il me semble en plus que ce que vous avancez sur le cancer de la prostate a été confirmé, c'est-à-dire que la mesure du PSA je dirais, en prophylactique, en fait, n'a aucun intérêt et ne change absolument rien sur la mortalité. Madame. Ah, vous voulez dire une fois qu'on a diagnostiqué un cancer, le suivi. Non, non, je dis que faire le dépistage systématique du PSA est quelque chose qui a été laissé de côté. C'est ce que vous disiez. Mais j'ai mis en ligne, si vous allez sur ResearchGate, à mon nom, vous trouverez un diaporama sur le dépistage du cancer de la prostate pour expliquer l'histoire du surdiagnostic et pourquoi le dosage du PSA est une erreur. Le PSA, de toute façon, ce n'est pas spécifique du cancer de la prostate. Prostate spécifique antigène, c'est un indicateur d'inflammation. Le fond du problème, c'est que quand on a fait des études, il y a un papier de 1935 qui a été republié dans les années 80, fait par un Américain à Baltimore, je crois, qui avait fait des autopsies, qui avait regardé, fait quelques coupes dans les prostates d'hommes qui étaient morts de tout et n'importe quoi. Et il avait rapporté la prévalence des cellules cancéreuses dans les prostates des gens qui étaient morts de tout et n'importe quoi en fonction de l'âge. Et ensuite, ces travaux ont été refaits, c'était une petite étude, ces travaux ont été refaits et en gros, 30% des hommes de 30 ans et 80% des hommes de 80 ans ont des cellules cancéreuses dans leur prostate. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un dosage de PSA, il est augmenté pour une raison X ou Y, parce qu'il y a un cancer ou parce qu'il y a une inflammation. On fait des biopsies, maintenant on fait à peu près 12 biopsies, et s'il y a des cellules cancéreuses dans cette prostate, on a des chances de tomber dessus, et après on les traite. Le problème, c'est que les traitements sont invalidants, la moitié des patients traités sont impuissants et ou incontinents, et on leur dit, on vous a fait beaucoup de bien, on vous a guéri de votre cancer de la prostate. Voilà. Qui, dans la plupart, ne seraient jamais devenus symptomatiques. On a quand même une diminution de la mortalité, donc qui est liée au traitement, mais peut-être aussi au diagnostic. Qui est indépendante de du diagnostic, totalement. Indépendante de l'épidémie. Ça n'a rien à voir. Oui. Là, j'ai tout si vous pouvez regarder des diapos sur Internet, très détaillées, avec des comparaisons avec les États-Unis et tout ça. Ça, j'ai fait beaucoup de choses là-dessus. Non, les pratiques diagnostiques. Oui, si vous voulez faire une épidémie de cancer de la thyroïde, vous avez qu'à palper le cou de tout le monde. C'est pareil, le surdiagnostic, j'ai écrit un papier dans la revue du Prat aussi sur le surdiagnostic du cancer de la thyroïde. C'est un cancer. C'est très, très sujet au surdiagnostic. Maintenant, les cancers papillaires, on regarde d'abord, on ne fait rien, on commence par ne rien faire, surveiller. Et ça, c'est très bien. Il y a aussi une épidémie de cancer de la thyroïde. Ce n'est pas détectable sur ces diapos parce que c'est trop rare, mais si on zoome sur le cancer de la thyroïde, ça, je peux vous dire qu'il y a une belle épidémie. Du fait du diagnostic? Oui, absolument. Spécifique des femmes en plus. Parce qu'elles voient plus de médecins plus jeunes, et on leur palpe le cou, on trouve un nodule, on pique dedans et on trouve des cellules cancéreuses. Toc, et tout le monde est sous des Votirox. Bien sûr, le surdiagnostic cancer de la thyroïde, c'est bien documenté. Il y a des très jolis papiers dans New England. Il y a une épidémie en Corée du Sud, phénoménale. Le surdiagnostic, c'est un sujet très difficile, mais très intéressant. J'ai aussi des diapos spécifiques de ça, sur le cancer du sein en particulier. Voilà, voilà. Bah oui, c'est c'est perturbant toutes ces voilà tous ces impacts négatifs, mais je crois que c'est bien d'entendre d'entendre des commentaires et une vision un petit peu critique de toutes ces choses. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans l'assistance. Donc, si c'est fini, nous ne pouvons que remercier
notre oratrice qui nous a vraiment fait une présentation intéressante. Si vous avez besoin d'aller re-regarder un certain nombre des diapos qui sont extrêmement fournies, elles seront accessibles, Sophie, Oui, sur moi je vous les enverrai jeudi. Jeudi, Voilà. je vous enverrai le lien du replay qui sera sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet ainsi que le PowerPoint. Et je vous annonce dès à présent le prochain webinar qui sera le mardi 8 octobre à 18 h, donné par Grégory Nino sur les interventions non médicamenteuses face au cancer, empirisme et ou rigueur scientifique. Mais je vous enverrai encore un mail pour pouvoir vous inscrire. Voilà, un grand merci. Je vais mettre les Merci à diapos aussi sur ResourceGate et je vais rajouter l'alcool par âge Ah oui. et je vais regarder le truc, le papier de William Bourget. Et voilà. Et si vous avez merci. des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mais regardez sur ResourceGate si vous voulez des détails sur certains sujets. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. OK. Au revoir. Au revoir.